Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, Père Castor, raconte-nous une histoire. Vous savez, cette playlist où je vous raconte un petit peu des histoires vraies, vécues au cabinet, qui peuvent éventuellement vous intéresser. Alors pour les plus jeunes, Père Castor, vous irez taper sur Google, Père Castor raconte une histoire, vous comprendrez pourquoi on a nommé cette playlist Père Castor. Aujourd'hui, l'histoire d'un jeune homme de 11 ans, trop mignon, trop intelligent, des parents formidables, top. Mais qui souffrait d'un TDAH et d'un trouble anxieux sur un mode un peu obsessionnel, et vraiment qui était compliqué à vivre pour lui, compliqué à vivre pour ses parents, etc., pour sa sœur, tout ça, et avec plutôt une très bonne évolution sous traitement, vraiment top. Bon. Mais persiste encore certaines difficultés, puis il grandit un petit peu en âge, et puis bon, voilà. Là, la maman me rapporte que il y a eu quand même ces derniers temps des crises de colère assez importantes, et elle me montre une vidéo. Donc j'explique évidemment à l'enfant que maman elle va montrer une vidéo, c'est pas du tout pour se moquer ou je ne sais quoi, ou pour le disputer ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, de regarder ce qui se passe, etc. Et puis que c'est important aussi pour maman de montrer un petit peu son quotidien. Et donc il comprend très bien, il n'y a aucun souci. De toute façon, l'ambiance globalement de consultation elle est super, parce qu'en fait globalement on est tous contents de l'évolution, et puis il y a beaucoup de bienveillance et tout, donc c'est super. Et donc on regarde la vidéo. Bon, la vidéo c'est une crise d'un enfant de cet âge-là. Il n'y a rien de très spécifique, il n'y a rien vraiment qui attire spécifiquement mon attention, parce que elle commence alors que l'enfant est déjà énervé. Donc du coup, on reprend un petit peu vous savez, c'est un métier d'enquêteur, le métier de psychiatre ou de docteur en général. Il faut aussi toujours essayer de trouver les causes des conséquences qu'on voit, et il faut surtout jamais confondre cause et conséquence. Ça c'est très important. Bon. Donc on commence un petit peu à reprendre l'histoire de ces crises, quand est-ce qu'elles arrivent, etc. Et en fait, on se rend compte que la symptomatologie des crises, c'est une symptomatologie qui qu'on retrouve dans beaucoup de diagnostics psychiatriques. Vous le trouvez un peu dans le TDAH, évidemment, avec l'impulsivité qui est très importante. Vous le trouvez dans les troubles des conduites, les troubles obsessionnels avec provocation. Vous le trouvez dans il y a finalement plein de troubles qui peuvent amener à une irritabilité importante, un énervement et des troubles du comportement. Donc c'est là où on a un problème finalement en psychiatrie, un problème de classification, un problème de description des troubles, parce que finalement on s'intéresse toujours aux symptômes et non pas au processus qui amène ce symptôme. Or, vous allez voir que dans ce cas-là, et en fait toujours, enfin très souvent en tout cas, dans ce cas-là, le processus il est plus important que la crise. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu ne pas regarder du tout la crise, ça n'aurait rien changé finalement à la compréhension de ce qui se passe. Parce que il faut essayer de comprendre pourquoi cette crise est arrivée, et pourquoi ces crises arrivent chez un garçon charmant, bien élevé, avec une super famille, hyper aimante, hyper intéressé par connaître bien son enfant et les processus, etc. Vous voyez, un truc vraiment top niveau, quoi. Bon. Et en fait, on se rend compte en reprenant l'histoire que oui, le TDAH joue dans cette histoire, l'impulsivité joue forcément dans l'augmentation du risque de crise, et puis dans l'arrivée de crise, ça c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Et ça, il faut vraiment essayer de bien comprendre le contexte des crises pour se rendre compte qu'il n'y a pas que le TDAH. Chez cet enfant, finalement, on se rend compte que la plupart des crises, elles sont secondaires à une interruption dans un de ces rituels obsessionnels, anxieux, pour faire simple. Vous savez que les gens anxieux ont souvent des mécanismes un petit peu obsessionnels, donc de contrôle, de planification, d'organisation, de choses un peu rigides, finalement, qui est là pour les rassurer. Voilà, on n'a pas à se prendre la tête, on n'a pas à douter. Vous savez, le trouble anxieux, on appelait ça avant la folie du doute, douter tout le temps de manière pathologique. Et quand on met des rituels pour tout et qu'on organise tout dans sa vie, on diminue le doute quelque part, on doute moins. Bon. En tout cas, c'est une tentative de contrôler le doute et la peur du doute. Bon. Donc finalement, on se rend compte que pour cet enfant, la plupart des crises sont secondaires à une intervention extérieure pour
le bousculer un petit peu dans ses rituels. Et c'est pas du tout méchant de la part des parents, ils le font pas exprès, ils s'en rendent pas compte. Hein. C'est pas du tout, c'est pas une volonté de l'embêter, etc. Mais on se rend compte que il pète un plomb au sens, un peu vulgaire du terme. En tout cas, il fait une crise. Quand finalement vous le sortez de sa zone de sécurité, quand vous le forcez à aller au-delà de ces éléments obsessionnels, voire même de toc, on pourrait dire pour certaines choses. Voilà. Et ça, vraiment, il faut comprendre que c'est une violence pour l'individu parce que finalement, faire son rituel, c'est être en sécurité et le bousculer dans son rituel, c'est le faire sortir de sa zone de sécurité. Donc c'est hyper anxiogène. Et une des réactions fréquentes à l'angoisse, c'est le combat. Hein. Vous avez la fuite et vous avez le combat. Bon. Donc, quand vous ne pouvez pas fuir, en général, vous combattez. C'est-à-dire quand on vous non, fais ça, et ben vous êtes acculé, vous voyez pas d'échappatoire, vous vous battez, d'accord. Ça augmente considérablement votre niveau d'irritabilité et vous battez. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que sinon du coup cet enfant-là, on passe à côté. On se dit bah c'est un trouble positionnel avec provocation secondaire à un TDAH, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, il pourrait rentrer dans les critères. Hein. Mais c'est pas du tout ça. Et le problème, c'est que si vous regardez que les symptômes, il peut rentrer dans le critère de trouble positionnel avec provocation. Et en fait, pas du tout. Il n'a pas du tout ça. C'est juste son trouble anxieux sur un mode obsessionnel qui, quand il est perturbé sur ses obsessions, sur sa rigidité, eh bien, l'énerve et voilà. Du coup, il se défend. Voilà. Donc, hyper important de vraiment comprendre que les classifications en psychiatrie, c'est des classifications sur des symptômes, mais que c'est extrêmement insatisfaisant. Et il faut respecter ces classifications, elles sont indispensables. Sinon, si on classifie pas, si on n'a pas les mêmes mots pour communiquer, on est mal barré. Mais elles sont appelées, je crois, à évoluer de manière plus dimensionnelle, d'une part, mais aussi de manière à non pas s'intéresser uniquement à l'aspect clinique, mais au processus, non pas s'intéresser aux symptômes, mais s'intéresser au processus qui amène ces symptômes. D'accord ? Donc sinon, en fait, on se plante. Parce que vous comprenez bien que la prise en charge, c'est pas du tout la même si on fait un diagnostic ou l'autre diagnostic. Ce serait quand même un peu dommage de se planter. D'accord ? Donc, faut pas se planter parce qu'il y a beaucoup de choses en psychiatrie qui sont, comme on dit, transnosographiques, transdiagnostiques plutôt, qui sont pas pathognomoniques. C'est-à-dire que vous avez un symptôme et ce symptôme, il se retrouve dans plein de troubles différents. Donc, même des morceaux, des clusters de symptômes, des dimensions, on pourrait appeler ça, qui se retrouvent dans plein de diagnostics différents. Donc, c'est pas parce qu'il y a une dimension, même bien décrite, même bien complète, qu'il faut comment dirais-je, foncer sur tel ou tel diagnostic. Il faut aller chercher à quoi elle se rattache vraiment précisément, quel est le processus qui amène à cette symptomatologie-là. D'accord ? Et c'est aussi pour ça que moi je suis perplexe sur certains diagnostics psychiatriques de troubles qui sont unidimensionnels, mais dont finalement cette dimension décrite peut se rattacher à plein de troubles différents. Et ça, c'est un vrai problème, parce que comment faire de la recherche sur quelque chose qui même est décrit de manière un peu dimensionnelle, mais qui, finalement, a ses origines dans plusieurs processus différents. Vous allez finalement avoir un groupe qui est finalement hétérogène. Il est homogène pour une description clinique de symptômes, mais il est très hétérogène dans pourquoi il a ces symptômes. C'est problématique. C'est problématique pour faire de la génétique, c'est problématique pour faire de la recherche clinique, c'est problématique pour faire de la recherche thérapeutique, c'est problématique. Donc vraiment, ce petit Père Castor raconte-nous une histoire, il nous permet aussi d'illustrer les difficultés de la classification, des diagnostics, de la nosographie psychiatrique. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous demande une chose, c'est-à-dire que si ça vous a intéressé, abonnez-vous et mettez la petite cloche, parce que vous n'aurez pas ces vidéos dans votre proposition YouTube, puisqu'elles ne sont pas rémunérées, il n'y a pas de pub dans ces vidéos. Vous avez remarqué ça. Et YouTube ne vous proposera pas une vidéo où il n'y a pas de pub. C'est pas dans son intérêt. Il ne faut pas leur en vouloir. Moi, je leur en veux pas, c'est pas le problème. Mais prenez ça en compte. Soyez plus malin que YouTube, abonnez-vous et mettez la petite cloche. De toute façon, si au bout d'un moment vous en avez marre, vous avez juste à décocher la case. C'est quand même pas, vous voyez, c'est pas un investissement majeur
que de vous abonner à cette chaîne. Mais si ça vous intéresse vraiment, ça peut vraiment valoir le coup parce que sinon vous n'aurez pas les prochaines vidéos. Voilà, abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez un petit commentaire si ça vous a plu évidemment ou ça vous a déplu, posez vos questions. Vous avez remarqué que j'essaie d'être réactif. Et puis partagez les vidéos. Ça aussi c'est important de partager les vidéos, ça nous aide énormément. Bye.